les amis, on est parti. Première conférence de ce dernier jour pour la Tech Academy, car le programme s'arrête en ce vendredi. Je suis content de voir que vous êtes nombreux à venir assister à cette session sur le thème de la réparabilité des batteries. C'est vrai que c'est un véritable enjeu. Pour nous en parler, eh bien, nous avons réuni un éventail de talents, d'expertise. À ma droite, le maître Yoda de la réparation automobile, Amar Shebala. Il a travaillé chez Renault, chez Valeo, chez AD. Il est consultant pour Mobiliance, dans tout ce qui est un petit peu high-tech, électronique. Il aura l'occasion de nous parler tout à l'heure de son expérience et de sa vision. Peut-être, allez, juste un mot pour commencer, Amar. C'est vrai que ce thème, réparabilité des batteries, c'est un thème sérieux pour la profession. C'est clairement un thème sérieux. Bonjour à tous, merci d'être venus nous écouter. C'est un thème très sérieux étant donné qu'il y a de plus en plus de batteries sur le parc roulant. Non seulement les véhicules électriques, mais aussi les véhicules hybrides. Et ça vieillit, il faut savoir les entretenir. Et ce n'est pas la petite batterie 12 volts qu'on connaissait dans le temps. Voilà. Merci, je vois que même les Daft Punk sont venus nous écouter, c'est extraordinaire. Je continue la présentation des invités de cette session avec Laurent Claude qui représente The Future is Neutral. C'est une entité avec pour actionnaires Renault et Suez. Je parle sous le contrôle de la com The Future is Neutral. Nous avons pour Revolt les e-garages, nous avons Jérémy Noireau qui est ici. Et à ses côtés, autre start-up pour Bip Batteries, nous avons Pierre Amance-Lapère, j'espère que je l'ai bien dit. C'est tout bon jusqu'à présent. Et puis pour Stellantis, Francis Roy. Il nous présentera tout à l'heure un projet, la batterie Ibis. Et vous verrez, c'est un projet de recherche qui est très intéressant, d'autant que cette batterie va faciliter en fait la maintenance. C'est une batterie qui va arriver à horizon 2030 à peu près, on en parlera tout à l'heure. Alors peut-être pour avoir les idées claires sur le contenu d'une batterie, on va regarder une slide qui nous a été fournie par Revolt. Voilà, c'est une vue en coupe de batterie. Ça va apparaître juste derrière moi si tout va bien. Et ça permettra de savoir effectivement qu'est-ce qui se passe quand on ouvre une batterie. Ça tarde un petit peu, mais côté technique, ils sont sur l'affaire. Donc voilà, donc ça représente en fait les différents éléments qu'on peut trouver dans une batterie. Donc, sachant que chaque batterie a vraiment une conception particulière. Donc là, on peut voir à la fois une cellule, un module. Donc le module, c'est l'assemblement de plusieurs cellules. La carte électronique qui est le BMS. Donc le BMS, c'est le superviseur de la batterie, celui qui va relever toutes les valeurs et déterminer si les contacteurs peuvent se fermer ou les puissances qu'elle peut absorber ou délivrer. Et puis donc deux photos de packs qu'on voit là-haut, donc complètement différents aussi en termes d'architecture. On peut voir qu'il y a des architectures avec des BMS centralisés, d'autres décentralisés, donc où l'électronique n'est qu'en un seul point et en plusieurs points. Enfin, en tout cas, il y a toute une variété actuellement dans la nature de différents types de packs. Merci Jérémy, et je précise que Revolt a une animation juste à l'extérieur avec une voiture. C'est une Zoé. Alors vous verrez, elle est un petit peu transformée. Ils ont mis le moteur sur le toit et puis il y a une aventure à l'intérieur. Un récit sous format audio qui nous emmène dans 100 ans d'ici. Vous verrez, c'est notamment le président de l'époque. J'ai trouvé ça assez étonnant comme clin d'œil. Vous verrez par vous-même. Amar, je reviens à vous, car il y a actuellement des normes par rapport aux batteries, plein d'interrogations, et notamment une histoire de passeport européen qui pourrait sans doute changer quelques paramètres. Alors, effectivement. Alors je vais prendre la partie rébarbative, celle qui parle des normes, des règlements, etc. Oui, mais c'est important. Donc là, il y a eu un règlement européen, un règlement batterie, au niveau de Bruxelles, qui a été qui est paru l'an dernier, ou non, il y a 2 ans. Et issu de ce règlement, il y a eu un mandat qui a été donné au Centre européen de normalisation pour créer des normes concernant des parties qui reprennent des parties de ce règlement. Une des normes est celle qui traite de la réparabilité, la réutilisation et la préparation
Le repurpose, donc tu le dirais comment, toi, en français, le repurpose, c'est une bonne la réaffectation, voilà. Ouais, la réaffectation. C'est une bonne traduction. Ouais, c'est bien. Et donc, une batterie de véhicule, on peut la réparer. On peut la réparer et la réutiliser dans le même véhicule, mais aussi, on va pouvoir la préparer, parce qu'elle n'est plus réparable pour une réutilisation sur un véhicule, mais on va pouvoir l'utiliser pour une autre affectation, telle que, je sais pas, une seconde vie en stationnaire, par exemple. Par exemple, ou pour alimenter un poteau, un éclairage de rue. On charge pendant la journée et puis le soir, ça reverse. Donc il y a des normes. Il y a une norme en particulier qui traite de tout ça, que nous avons, en tant que Mobilions, ont participé à l'élaboration de cette norme. La norme est parue au mois de juin de cette année, publiée, mais découle de cette norme aussi un certain nombre de facteurs, de paramètres. Il faut se référer au passeport batterie. Le passeport batterie étant, je dirais, la carte d'identité de la batterie et celle qui va suivre la batterie tout au long de sa vie. Et entre le moment où elle est fabriquée, donc le fabricant de la batterie va émettre le premier passeport avec un certain nombre de caractéristiques, un certain nombre d'éléments qui doivent accompagner la batterie. Mais ensuite, elle va être réparée. Et celui qui va la réparer va devoir émettre un nouveau passeport qui reprend l'historique de la batterie, de tout ce qui a été fait avec ses caractéristiques et redonner les nouvelles caractéristiques à un pouillin près peut-être, mais elles seront là. C'est un peu comme un contrôle technique en fait, à chaque fois. C'est ça, mais avoir sa carte d'identité qui suit, le changement d'adresse, et c'est bien mentionné sur le passeport batterie. Et donc, cette partie-là est en cours d'élaboration et en tant que Mobilions, on participe aussi à ça. Et j'anime un groupe de travail au sein de Mobilions et les membres de ce groupe de travail dont Jérémy fait partie. Avec les petits jeunes, là. Voilà, ouais. contribue à émettre des avis qu'on va défendre, que je vais défendre ensuite au sein du CEN, du groupe de travail du CEN, pour faire en sorte que ces revendications de la prévente essaient de se retrouver dans ce fameux passeport batterie. Et ça, c'est en cours d'élaboration aujourd'hui. Merci Amar. Alors, quelques réactions peut-être de ce côté-ci du panel par rapport à ce passeport européen. C'est une bonne chose, d'après vous, pour avoir cette traçabilité et cette ouverture sur une économie circulaire également? Très belle transition, avec plaisir. Nous, chez Bib, on fait deux choses. La première, c'est qu'on suit des batteries pendant leur première vie quand elles sont encore dans le véhicule électrique. Donc là, l'objectif, c'est de comprendre où elles en sont dans leur vie, pourquoi elles ont vieilli et estimer à quoi elles ressembleront dans quelques mois. Donc on pourrait imaginer, se demander, est-ce que ça vaut le coup de réparer ma batterie ou pas, sachant que plein de cellules à l'intérieur sont abîmées. C'est la première chose qu'on fait. Et la seconde, c'est récupérer des batteries en fin de vie, aujourd'hui dans les casses auto, très peu chez les garages encore et chez les constructeurs, pour voir si c'est possible de les connecter à leur nouvelle vie. Donc on a parlé de réparation, de repurpose et de recycling. Donc on fait tout ça. Et donc aujourd'hui, nous, on le fait sans passeport. Donc évidemment, toutes les infos qu'on collecte, on pourrait les transmettre pour compléter ce passeport. Et donc j'allais dire, il est complètement essentiel parce qu'aujourd'hui, tout le monde travaille à l'aveugle. Si on veut demain pouvoir réutiliser une batterie, on va prendre l'exemple de la Zoé qui est devant, qui est juste derrière. Si on pourra la réutiliser dans une nouvelle Zoé, il va falloir être sûr qu'elle est solide, qu'elle a été diagnostiquée. Et donc ça, je suis à peu près sûr qu'autour de cette table, tout le monde est capable d'apporter sa pierre à l'édifice. Et donc justement, ce passeport va permettre qu'on puisse centraliser ces informations et apporter de la confiance à la personne qui pourra la réutiliser derrière. Merci. D'autres réactions? Pas pour l'instant. Si, Francis, un mot? Ok. Tu me fais signe quand tu veux parler, il n'y a pas de problème. Tu es ici chez toi. Alors, plus sérieusement, on va enchaîner avec Laurent Claude. Donc, je le disais, The Future is Neutral. Et dans une précédente vie, vous avez dirigé en fait une société qui s'appelle Gaia, qui était filiale donc à l'époque de Renault, je crois. Et alors, peut-être d'abord quelques mots sur cette entité qui n'est pas forcément très connue. On peut la découvrir lorsqu'on va sur votre stand The Future is Neutral. Oui, stand au bâtiment 2.2. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc au sein de Futures Neutral, vous avez des grandes filiales qui vont traiter des grands flux
type Bone Comenor pour les chutes de production, type Remakers, que vous trouverez aussi en bas, pour le remanufacturing d'organes, et aussi Indra, donc le premier réseau français de déconstruction automobile. Ça, ce sont des grosses filiales qui vont faire plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. Et puis vous avez une petite filiale qui s'appelle Gaia, qui récupère tous les autres business d'économie circulaire et qui va chercher à traiter tous les petits flux de revalorisation de pièces de rechange, de création de matières premières secondaires en boucle courte, donc des matières issues de l'automobile pour refaire des automobiles neuves. Et il y a également au sein de cette filiale une activité de réparation de batteries qui opère donc le centre expert de réparation de batteries situé à la Refactory de Flins et qui traite toutes les batteries que l'on peut capter à des distances raisonnables, donc on va dire au nord de la Loire. Ça a été longtemps Parce que les batteries au sud de la Loire, elles sont différentes ? Non, parce qu'il y a d'autres dispositifs. C'est pour ça que je pose il y la a question. D'autres dispositifs avec des centres de réparation plus petits. Là, il se trouve que c'est un centre plus conséquent qui a réparé de l'ordre de 15 000 batteries depuis qu'il y a des batteries de véhicules électriques à réparer, et qui en répare encore entre 2 et 3 000 par an au niveau du parc actuel. On s'attendait d'ailleurs, avec la croissance du parc, à avoir beaucoup plus de batteries à réparer que cela. Il se trouve que ce chiffre de 2 à 3 000 est parfaitement stable sur les dernières années, alors que pourtant les hybrides notamment se sont fortement développés et qu'elles ont toute une batterie lithium-ion à l'intérieur. Mais il faut constater que la fiabilité des batteries a fortement augmenté, et donc même si le parc croît, le taux de défaillance lui est en chute, ce qui fait que la combinatoire des deux est stable et le nombre de réparations est stable. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle, on va dire. C'est une très bonne nouvelle pour les automobilistes. C'est aussi une très bonne nouvelle pour les constructeurs, puisqu'en général, les batteries sont sous garantie pendant de nombreuses années. Et donc, ça va aussi limiter les frais de garantie. Ce qui limite aussi fortement les frais de garantie, c'est que les batteries, pour l'essentiel, alors on va dire les batteries des constructeurs traditionnels européens et américains, traditionnels, sont conçues pour être réparables. Parce qu'elles sont modulaires. Ouais. Donc vous pouvez voir sur les images, donc on va avoir des composants discrets, donc on va avoir une démarche classique de diagnostic pour identifier le composant en cause, changer ce composant, et la batterie repart pour poursuivre sa vie. Donc les batteries ne sont pas réparables par hasard, elles sont réparables si le constructeur les a conçues pour l'être. Et aujourd'hui, donc, c'est pas le cas de tout le monde, encore. Oui, par extension, vous pouvez, pour les constructeurs qui ne sont pas ni européens, ni américains, ni traditionnels, vous allez avoir des batteries qui peuvent être, entre guillemets, jetables, puisque non réparables. Bon, mais que fait la police ? Que fait la police ? Alors, dans la réglementation, effectivement, à venir, notamment le règlement qui se prépare sur les véhicules hors d'usage, il est quand même prévu qu'il y ait tout un tas d'informations qui soient données pour la réparabilité des batteries. Et ça sera de plus en plus compliqué pour certains constructeurs de répondre que le véhicule est réparable, mais la batterie ne l'est pas, quoi, alors que la batterie représente à peu près 40% de la valeur de ce véhicule. Donc vraiment, les batteries sont conçues pour être réparables, et dès lors qu'il s'agit d'une défaillance de composants, elles sont réparables dans quasi la totalité des cas. On est dans 99% des cas. Je dis bien quand il s'agit d'une défaillance d'un composant, parce qu'il y a d'autres cas de figure où la batterie va être accidentée. Donc soit elle est inondée, soit elle a été brûlée, soit elle a été suffisamment crachée pour qu'elle ne soit pas économiquement réparable. Parce il faut changer le carter supérieur, le carter inférieur, 3 ou 4 modules. Et donc économiquement, ça n'a plus de sens de procéder à la réparation. Mais sinon, dans la plupart des cas de défaillance de composants, elles vont être réparables. Cette réparation va se faire, là aussi, dans la plupart des cas, sous garantie du constructeur, puisque les garanties varient d'un constructeur à l'autre, mais en général, elles couvrent au minimum 5 ans jusqu'à 8 ans de la durée de vie de la batterie. Et il se trouve que les défaillances apparaissent quand même majoritairement dans les premières années, donc sous garantie. J'ouvre une parenthèse, et c'est valable pour tous les membres du panel, mais il y a des voitures en fait où il y a du gigacasting, où en fait il y a tout un ensemble et la voiture est vraiment encastrée dans le véhicule, ce qui veut dire qu'en cas de choc,
il peut y avoir un problème. Qui veut en dire un mot là-dessus? Amar? Oui. Alors pour reprendre vos termes, c'est vrai que certains constructeurs se sont amusés à, à intégrer la batterie dans le châssis. Et en cas de choc, c'est pas que on peut pas découper un bout de châssis avec un bout de batterie pour remplacer tout ça. C'est un vrai massacre. Il n'y a plus de réparation de la batterie puisqu'elle est intégrée dans le châssis. Et la modularité dont vous parliez, c'est-à-dire que un module est constitué de cellules de batterie dans lequel il y a un module et un ensemble de modules constitue le pack batterie. En cas de réparation, il y a bien des process. C'est-à-dire, je change bien, j'aligne bien mon module, puis mon pack, etc. Mais quand c'est un bout de châssis, je vois pas quel module je vais pouvoir comment changer un bout de cellule. Et c'est là où le massacre démarre. Alors, je pose la question à Revolt, parce que Revolt, ils veulent faire durer les voitures 100 ans. Je fais juste un peu de teasing, parce qu'on entrera plus dans le détail tout à l'heure. Mais quand c'est du gigacasting comme ça, est-ce qu'on peut faire quelque chose d'après vous? Alors, tout dépend comment a été touché le véhicule, mais à partir du moment où la partie de la batterie a été touchée, effectivement, en termes de réparabilité, ça devient tout de suite plus délicat. Maintenant, on rencontre, nous, déjà au quotidien, des véhicules qui ont subi des petits chocs, par exemple un seuil de portail qui a touché la batterie. Dans ce cas-là, pas de problème, on peut remplacer le casing. Par contre, il faut faire une vérification pour s'assurer que la déformation dans le coffret de la batterie n'a pas touché les cellules. Si les cellules ont été touchées, effectivement, là, dans ce cas-là, on est face à un risque potentiel, donc on les remplace. On va rester du côté des petits jeunes. Pierre Amance-Lapère, vous avez commencé à raconter un petit peu ce que vous faites chez Bip Batteries. Alors, on va commencer par la partie numéro 1, c'est l'état de santé des batteries. Comment vous faites pour remonter des données? Eh bien, très bonne question. Aujourd'hui, la plupart des véhicules, et notamment les véhicules électriques, sont connectés à Internet. Bon, pour plein de raisons, pour pouvoir les localiser quand il y a un accident, ou pour pouvoir avoir une petite application pour pouvoir ouvrir à distance sa fenêtre ou contrôler la charge. Et donc toutes ces données, elles appartiennent aux propriétaires du véhicule et elles sont aujourd'hui collectées par les constructeurs automobiles. Nous, on a fait le travail d'aller voir tous les constructeurs automobiles pour brancher nos bases de données aux leurs et pour faire qu'à partir de la plaque d'immatriculation d'un propriétaire de véhicule électrique, on puisse interroger ces bases de données, remonter comment est chargé, déchargé le véhicule au cours du temps, quelles sont les températures du pack, parfois des modules pour les plus précis, réestimer un état de santé de batterie. Aujourd'hui, c'est là où on est devenu très fort, parce que c'est ce que demande le marché, mais demain, il y a plein de choses à faire, notamment savoir comment chaque batterie se dégrade, comment se dégrade la batterie de la Zoé par rapport à une Model 3, plein de choses comme ça. Ce qui peut être précieux pour les réparateurs, et y compris pour le constructeur lui-même d'ailleurs. Complètement. On a d'ailleurs des constructeurs qui nous ont demandé d'analyser leur parc, des constructeurs américains et européens. Et derrière, oui, tout à fait. Pour la réparation, là où on a envie de pousser, c'est du côté des garantisseurs et des assureurs. Typiquement, dans le cas où la batterie a pu être choquée, pouvoir dire elle était en bon état ou pas avant, être capable de savoir pourquoi elle s'est dégradée, voir des pannes à distance. Donc il y a plein de choses à faire. On ne peut pas tout faire à la fois pour l'instant. Donc ça, c'est pour la partie numéro 1. Puis donc, vous en parliez, donc la fameuse collecte qu'il faut organiser, évidemment. Et sur la partie collecte, là, on a commencé à en parler, mais c'est un sujet très compliqué parce que, comme tout bon sujet, il faut qu'il soit rentable pour que les acteurs puissent se positionner dessus. Aujourd'hui, il y a eu très très peu de batteries de véhicules électriques. Renault a été un leader sur le secteur pour amorcer la pompe et faire qu'il y ait des premières opérations qui puissent se faire. Et aujourd'hui, les batteries, elles sont soit chez les constructeurs automobiles, soit dans les centres VHU, dans les casses auto. Et tout l'enjeu là, c'est de trouver la bonne équation économique. Nous, ce qu'on a fait chez Bip, c'est commencer par les plus petites batteries des trottinettes, des trottinettes et des vélos électriques pour faire des collectes rentables. Ça marche très bien. Là, on est en train de continuer sur l'automobile, mais il y a encore beaucoup de choses à faire pour que ça soit rentable et que ça respecte toutes les fameuses normes que Amar a commencé à présenter. Avec Revolt, je crois que vous avez une petite coopération entre vous, non? Oui, on partage toutes nos infos qu'on a, Revolt sur le terrain et nous plutôt dans les nuages, on va dire. Eh bien, puisqu'on parle de Revolt, on va enchaîner avec justement Jérémy Noireau. On va charger la suite des slides.
Et vous allez nous expliquer un petit peu ce que vous faites. Ouais, et ben nous chez Revolt, on est donc un réseau de garages dédié aux véhicules électriques et hybrides. Donc on a actuellement 4 sites, un à Rennes, Nantes, on a Paris et Lyon qui est en cours d'ouverture. En parallèle de ça, on a aussi le réseau des garages branchés, donc avec 25 à date. Donc là, c'est des garagistes qui veulent se lancer dans l'électrique et on les accompagne, que ce soit pour le développement de leur garage, de l'activité, mais aussi toutes les particularités liées à l'électrique. Et notre dernier volet, c'est on a un centre de formation en interne, donc où on délivre à la fois les habilitations électriques, donc celles qui sont obligatoires par la réglementation, et qui permettent d'avoir conscience du risque électrique. Mais par contre, toutes ces formations-là et ces habilitations ne vont pas plus loin, c'est-à-dire qu'elles n'apprennent pas le métier, elles n'apprennent pas à travailler. Donc, on a créé d'autres formations aussi pour pouvoir réparer les batteries, réparer les composants aussi, et intervenir, faire des diagnostics beaucoup plus poussés. Alors ça, c'est la promesse, hein. C'est marqué gros, hein, donc voilà. Et voilà, effectivement, notre objectif, c'est que les voitures durent 100 ans, puisque les voitures électriques, lorsqu'elles sortent de fabrication, donc, tout le monde le sait maintenant, elles ont une dette carbone. Et donc, on a tout intérêt à les faire durer le plus longtemps possible. Alors voilà, ça résume juste ce qu'il a dit, mais voilà. Alors pour les faire durer le plus longtemps possible, on a évoqué qu'il y a des cas d'accident où on va devoir remplacer complètement la batterie. Une batterie neuve, ça coûte très cher. Donc, dès lors que le véhicule est sorti de la période de garantie, on peut imaginer que sa valeur résiduelle va être inférieure à la valeur de la batterie neuve. Donc, la batterie neuve n'est plus vraiment une solution pour sauver le véhicule et le faire durer. Il faut une offre de batterie d'occasion. Donc, chez Notrol, on propose effectivement vous en avez une, ça tombe bien. Des batteries d'occasion et donc à différents niveaux d'usure de la batterie, et donc des prix qui sont cohérents avec ce niveau d'usure, ce qui permettra de mettre la bonne batterie dans le bon véhicule et au bon coût, au coût cohérent avec la valeur résiduelle du véhicule, pour que le propriétaire continue à exploiter son véhicule. Et ça ne suffit pas, il y a aussi tous les cas, donc ça c'est pour les cas d'accident. Pour les cas de réparation, quand c'est un composant qui est en cause, il faut aussi, pour que la réparation soit à un prix acceptable par rapport à la valeur résiduelle du véhicule, avoir une offre de composants d'occasion, eux-mêmes à un niveau d'usure qui soit cohérent avec l'usure globale du véhicule. Et donc ça, c'est une autre offre que l'on a aussi. Et l'ensemble de ce package, donc réparation, batterie d'occasion plus pièces d'occasion, permet de faire durer les voitures plus longtemps. Bon, il faut qu'on parle en off parce qu'on a des modules à acheter en occasion. Jusqu'à maintenant, on n'a pas encore réussi, mais on compte bien y arriver. Voilà, on a derrière peut-être quelques chiffres que vous pouvez commenter, hein, donc sur le taux de réparabilité. Non, je ne connais pas les slides par cœur. Mais donc oui, on a 3 en fait grandes familles. C'est vrai qu'on parle beaucoup des batteries parce que ça fait, en fait, c'est ce qui représente le plus gros coût pour les véhicules électriques. Mais il y a aussi tout ce qui est moteur et électronique de puissance, donc les inverteurs et les chargeurs. Ça représente des gros volumes de réparation à chaque fois, et surtout il y a différentes méthodes. Donc soit on remplace la pièce directement par du neuf, ça c'est ce qui a été fait dans la majorité des cas jusqu'à maintenant. Soit on commence à voir émerger des solutions de vente d'occasion. Donc là, on réutilise. Alors, il y a certaines limites sur l'électronique, notamment quand c'est codé. Et donc là, on trouve des solutions pour pouvoir les appairer à nouveau. Et puis, ensuite, quand on continue, on descend plus bas. Nous, la méthode de réparation qu'on préfère, et celle qu'on essaye de mettre en place le plus souvent, c'est de réparer aux plus petits composants. À la fois parce que ça permet de réutiliser le maximum des composants et des pièces, et en même temps parce que ça fait baisser le plus la facture. Merci, je me tourne vers Amar. On voit que pour le secteur de la réparation, il y a des nouveaux outils, des offres. Donc en fait, le réparateur, il peut continuer à avoir du business sur cette voiture électrique. Tout à fait. Et surtout que la norme dont je parlais tout à l'heure prévoit que tout réparateur peut intervenir en tant que réparateur de la batterie, à condition de respecter un certain nombre de critères et d'avoir accès à un certain nombre de données que les constructeurs et les fabricants de batteries doivent mettre à disposition du réparateur. Mais ce n'est pas un secteur réservé à une élite uniquement ou à un groupe de centres autorisés à réparer.
Donc on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut être hyper bien formé, ça c'est prévu, bien accompagné d'un point de vue information et données techniques, mais aussi respecter un certain nombre de critères qui sont déjà listés dans le règlement batterie. Laurent Claude. Oui, donc effectivement, vous avez compris, réparer une batterie, c'est changer un composant. Si c'est modulaire, c'est relativement simple à faire comme opération. Malgré tout, il y a quand même un certain nombre de précautions de mise en œuvre. Donc il faut qu'il y ait au niveau du bâtiment quand même des dispositions pour prévenir et lutter contre un incendie potentiel. Et vous avez tous vu, je pense, des vidéos sur le sujet. Vous pouvez voir que c'est quand même ça peut être particulièrement dangereux une batterie de véhicule électrique. Donc des dispositions au niveau du bâtiment, ça veut dire des investissements à faire bien souvent. Il faut un outillage qui est très particulier. Là aussi, donc c'est de l'investissement. Et il faut un personnel habilité pour agir sur de la haute tension électrique. Ce sont des tensions mortelles, donc il faut un personnel habilité. Donc ça veut dire là aussi de la formation. Donc il y a quand même une mise au pot qui est non négligeable. Et la problématique, c'est qu'en face, comme je l'ai dit, les batteries sont quand même plutôt fiables, notamment au-delà des périodes de garantie. Donc ça fait qu'on est plutôt organisé sur des centres dédiés, répartis sur le territoire, plutôt qu'être capable de faire ce type d'opération dans chacun des garages où finalement le garage va investir pour avoir une activité de réparation qui va se trouver limitée. On travaille même sur des camions ateliers pour aller justement dans des zones un peu éloignées de ces centres régionaux pour pouvoir aller faire de la réparation en local, parce que le garage local, lui, a aucun intérêt à investir. J'aimerais poser une question à l'ensemble des intervenants, mais c'est par rapport aux batteries des voitures chinoises. Est-ce que vous avez eu l'occasion de vous pencher dessus, savoir si elles sont facilement réparables? Alors nous, on voit principalement des véhicules hors garantie, puisque sinon avant, donc pour l'instant c'est trop tôt en fait. Et voilà, pour l'instant c'est encore un peu trop tôt. Alors on s'est renseigné déjà, mais on les a pas encore eu dans les mains. Et sinon, vous voulez réagir peut-être au propos de Laurent sur la formation, sur l'habilitation? Oui, en fait, c'est que l'habilitation, c'est le point de départ et c'est ce côté où c'est réglementaire, donc vraiment il faut en prendre soin. Dans une batterie, on travaille en permanence sous tension, donc le risque il est omniprésent. Et surtout, il faut aller au-delà de l'habilitation. Il faut vraiment compter sur une formation qui est pas une petite formation. C'est-à-dire que c'est vraiment un nouveau métier d'apprendre à travailler dans les batteries avec beaucoup de gestes à maîtriser. Et surtout, chaque action qu'on va réaliser dans une batterie va avoir des conséquences. Pas forcément pour son fonctionnement dès demain, donc ça va repartir dans le véhicule, mais surtout pour son vieillissement en termes d'usure. Donc par exemple, si on n'a pas soigné la connexion électrique d'un bus bar, on va obtenir un point chaud. Le point chaud il va se manifester que dans certaines conditions et dans le temps, on va obtenir une dégradation d'une cellule, mais plus localisée. Ça, c'est des choses qu'il faut éviter. Évidemment, quand on intervient, le but, c'est que la batterie elle reparte à nouveau pour longtemps et qu'on n'ait pas créé une nouvelle cause en intervenant dedans. Donc là, il y a vraiment un gros volet d'un nouveau métier à apprendre. Et ouais. Je propose qu'on écoute à présent Francis Roy de Stellantis. On a un constructeur parmi nous. Alors, on va parler d'un projet qui nous amène d'ici quelques années. C'est le projet Ibis. Dans un instant, on va voir la vidéo. Mais peut-être quelques mots sur l'origine de ce projet, car ça fait déjà quelques années que vous travaillez avec notamment Supélec et des universitaires sur le sujet. Ouais, le projet Ibis, donc Ibis, c'est l'acronyme de Intelligent Battery Integrated System. C'est un projet collaboratif qui associe avec nous un certain nombre d'industriels tels que Saft, Sharp Engineering et la société E2K spécialisée en BMS nous a accompagnés aussi pendant quelques années. Et nous avons le support indispensable sur ce type de technologie complètement en rupture. C'est un changement de paradigme dans la façon de concevoir les chaînes de traction. Donc nous avons le support de scientifiques de l'université Paris-Saclay, de Grenoble. Et Grenoble, il y a des entités où sont nées les batteries lithium il y a pas mal d'années. Et puis, nous avons aussi le support d'une structure de recherche privée qui est basée à Metz pour développer des nouveaux composants de commutation à base de GaN. Donc, voici là les différents partenaires qui sont illustrés là, sur ce slide. Alors, pour
parler un peu plus de la techno, il y a une petite vidéo qui vous illustre le principe. Donc là, vous allez voir en fait la comparaison entre une chaîne de traction conventionnelle, là au début, et puis on présentera après la technologie IBIS. Vous verrez la révolution qui est en train de se passer. Donc là, fonctionnement classique, avec un chargeur embarqué, vous connaissez. Et puis pour le fonctionnement machine électrique, on a besoin d'avoir un convertisseur au niveau de la machine, un onduleur. Donc là, la technologie IBIS, avec des modules indépendants qui intègrent un power module, un système de conversion en fait, d'énergie au droit de chaque module. Donc la tension en fait, que l'on convertit, c'est une vingtaine de volts uniquement. Donc là, on intègre un certain nombre de modules dans le véhicule. Et l'onduleur, le chargeur disparaissent de l'avant du véhicule, donc on libère de l'espace, ça peut offrir des opportunités pour les designers. Et puis, en fait, la batterie est directement connectée avec le réseau. Donc on est directement sur le transformateur du réseau, et quand on est en traction, vous voyez là, le pilotage indépendant des cellules. Donc c'est tout à fait original comme façon de générer en fait un triphasé au travers de 3 lignes de courant matérialisées par les 3 lignes de modules. Donc on va gagner en fiabilité, on a fait plein de calculs sur le sujet, en robustesse. La technologie est tout à fait abordable. On n'utilise que des composants existants du marché, des composants semi-conducteurs existants, des semi-conducteurs à base de silicium, dans un premier temps, avant de passer sur des composants à base de GaN. Et le GaN, c'est la maturité pas encore là. On est conscient d'évolutions prometteuses avec, mais on n'est pas encore tout à fait prêt. Alors, sur le slide suivant, là, vous allez voir un peu mieux le fonctionnement. Donc, tu peux lancer l'animation. En haut à droite, vous avez une chaîne de traction conventionnelle. Je suis pas sûr que je puisse contrôler l'animation. L'animation. Donc en fait, en haut à droite, vous avez donc une batterie qui produit donc en fait un courant continu. Vous avez un onduleur avec des IGBT. Et donc on vient au travers d'un contrôle commande qu'on appelle MLI. Hacher la tension de 360 volts, donc avec des à-coups, 360, 0 volts, etc., pour obtenir un courant. Et le courant qu'on produit pour alimenter la machine électrique, c'est un courant qui est bruité, qui est chargé en harmonique et qui produit des pertes au niveau de la machine électrique. Quand on regarde la technologie en fait, IBIS, pour le même point de fonctionnement, en fait, vous n'activez pas à chaque instant tous les modules. Vous sélectionnez les modules que vous voulez utiliser. Donc au droit de chaque module, vous en avez des espèces de petits circuits électroniques, là, ce qu'on appelle pont H, qui permet à la sortie de chaque module d'avoir une tension qui est égale à la tension du module, 0 volt ou moins la tension du module. Et donc, avec ce pilotage séquentiel, on produit une tension par des steps d'une vingtaine de volts. Et par la maîtrise de cette tension, on maîtrise le couple généré en fait, par la machine électrique. Donc, c'est vraiment un changement de philosophie dans la façon de piloter les machines électriques. Et quelque part, on arrive à de la simplification, parce qu'on a supprimé quelque part des organes de puissance. Alors c'est vrai, on a rajouté quelques composants électroniques, mais des composants électroniques vraiment connus, éprouvés, et ça fonctionne très bien, avec d'importantes vertus. Donc des vertus en termes d'efficacité, et vous avez des vertus aussi en termes de longévité, des vertus en termes de réparabilité, et on va y revenir sur les slides suivants. Alors ça, c'est la batterie qu'on a réalisée. Donc c'est un démonstrateur aujourd'hui qui est fonctionnel. On est parti sur une base d'une Peugeot i3008. On vient intégrer la batterie IBIS exactement à la même place que la batterie du véhicule conventionnel. Donc il n'y a pas d'impact plateforme. Juste à l'avant du véhicule, on a supprimé l'onduleur et le chargeur. Donc vous voyez à gauche là, le module. Donc sur le module, on a une carte type carte de diagnostic, qu'on vient doper un petit peu parce qu'il faut venir piloter la carte de puissance qui est située aux deux extrémités en fait, du module lithium-ion. Voilà. Donc vous avez à droite, à gauche, une description un petit peu de l'architecture de la batterie. Donc on a 65 kWh en embarqué. C'est une vieille génération en fait, de chimie qu'on a utilisée pour faire la démonstration. Aujourd'hui, avec des générations plus récentes, en fait, on gagnerait entre 10 et 15% en, fait, en densité énergétique. Donc on aurait l'équivalent de ce que l'on a en fait en kilowattheure d'embarqué dans la i3008 d'aujourd'hui.
Et puis à côté de ça, on a un gain en consommation sur WLTC de 10% par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Voilà. Donc, bilan des courses, on aurait plus d'autonomie avec ce type d'architecture par rapport à ce qui est fait aujourd'hui. Et on gagne aussi en puissance. Hein. On gagne 15% en fait en puissance au niveau du véhicule. Alors, si on vient maintenant sur l'axe de réparabilité, parce que ça, c'est un des pôles qui est une des vertus de la technologie. Tu as peut-être, il y a un slide après, voilà. Donc là, si vous regardez bien, le gars, il n'a pas de gants. Voilà, exactement, ça c'est une bonne remarque. La personne qui travaille, elle travaille sur une batterie qui, à ce moment-là, elle est chargée à 40%. Donc normalement, dans une batterie conventionnelle, hein, vous serez aux alentours de 360 volts. Hein. Ben là, pourtant, et il ne prend aucun risque. Et je vous assure, il n'y a strictement aucun risque. La tension à l'intérieur de la batterie, au moment où vous l'ouvrez, il y a 0 volt. Et pour vous dire, ils ont fait tester ça à des cadres de Stellantis. Alors, je ne sais pas si c'est pour les éliminer de façon naturelle, mais en tout cas... Non, ils sont toujours vivants. Hein. Ils ont mis les doigts dedans, ils sont toujours vivants. Mais c'est quand même assez surprenant. Et je vous assure que c'est une facilité hein, pour intervenir sur la batterie. C'est vraiment un confort. Alors, vous avez naturellement des modules. Hein. Donc, je vous disais, la tension des modules, bon, on va dire l'ordre de grandeur, c'est 20 volts. Mais c'est des points qui ne sont pas accessibles. Alors, vous voyez, à l'extrémité d'un module, vous avez 2 petits trous. C'est pour passer un voltmètre pour voir la tension de 20 volts, éventuellement la vérifier. Mais vous ne pouvez pas mettre les doigts. Donc, c'est entièrement protégé. Et toutes les lignes de courant, donc, vous pouvez travailler dessus sans risque. Alors, l'autre particularité, c'est que quand vous avez un module qui est en panne, ben, vous le prenez, vous en mettez un autre à la place. S'il n'a pas la même capacité, c'est pas grave, ça marche quand même. Ça peut être une autre chimie, ça marche quand même. Donc, c'est très, très versatile en termes de chimie. Et il faut bien avoir à l'esprit, c'est que avec des technologies, on va dire, standards de batterie, bien en fait, vous êtes obligé de garder en production la même chimie pendant la durée de vie du véhicule, généralement la durée de vie du véhicule plus 10 ans. Là, comme vous pouvez changer avec une chimie différente, bien en fait, ce qui compte, c'est d'avoir des modules de même taille, avec une chimie plus moderne, éventuellement une capacité plus importante localement. Vous allez faire monter comme ça l'autonomie du véhicule et vous n'avez pas besoin de maintenir la production pendant 15 ans ou 20 ans d'une chimie. Donc, vous pouvez faire évoluer vos productions de chimie, etc. Et en réparation, bah, le véhicule, en fait, vous allez le bonifier en termes de performance, en termes d'autonomie. Voilà. Ça paraît magique, mais c'est une réalité. On l'a vérifié. Et ça a été fait en France, en plus. Ça a été fait totalement sur ce avec campus de Saclay. Ouais. Et alors, il y a un autre slide là, qui est assez sympa. Alors, c'est dommage que l'animation, là, si elle ne fonctionne pas, c'est dommage. Vous avez une ligne de modules, là, en haut. Vous avez tous les modules, alors, en fait, qui sont chargés. Je vais juste demander à la technique, je ne sais pas si on peut sur l'écran, visiblement, il y a une animation qui est sur le PowerPoint, je ne sais pas si vous pouvez l'actionner. Voilà. Ah ben là, on l'a vu fonctionner. Bon. Vous pouvez la remettre en route. Ah. Bon, c'est pas grave. Ils vont essayer de Donc, faire vous avez tous les modules, en fait, ils sont à peu près à un état de charge de 50%. Vous en avez un, vous avez vu, il est à 75%. Donc, on l'a remis, en fait, dans une batterie. Ce que vous voyez là, c'est des essais réels hein, qui ont été enregistrés. Hein. Et en fait, on a ainsi ce principe donc, de contrôle-commande, hein, d'équilibrage dynamique. Et en fait, le module là, qui est chargé à 75%, on ne peut pas l'utiliser. Et donc, on va utiliser préférentiellement les autres pour les recharger. Et donc, très rapidement, donc là, on est sur une phase de charge, en fait, on était à 11 kW. Et en l'espace de 30 minutes, là, vous voyez, tous les modules sont au même niveau. Et après, on continue de charger la batterie et tout le monde remonte en même temps. Et ça, c'est très intéressant. Aujourd'hui, sur une batterie conventionnelle, quand vous changez un module, ben, il faut que le module que vous rapportez, il soit au même état de charge que les autres. Là, non, vous changez le module, la personne, elle repart avec le véhicule ou elle recharge son véhicule. Et ça se fera, ben, il ne s'en rendra pas compte, mais l'équilibrage se fera de façon naturelle. Donc là, on gagne en temps en termes de réparabilité. Donc là, c'est pareil, c'est une vertu qui est apportée par cette technologie. Donc je vous dis, ça paraît magique, mais c'est une réalité, c'est des véritables essais. On a fait l'essai inverse il y a très peu de jours là, sur une batterie prototype stationnaire donc, qui est justement sur le campus de l'Université Paris-Saclay. On a descendu un module en fait à 25%, les autres étaient à 75%. Et en très peu de temps, en rechargeant la batterie, en fait, ce module-là, il a été préférentiellement rechargé. Et en l'espace de quelques minutes, tous les modules ont atteint un niveau de charge de 80%. Donc c'est, en termes de réparabilité, une innovation extrêmement importante, prometteuse, avec toutes les vertus que je vous ai soulignées. Hein. Quand on a un gain en consommation de 10%, bah, c'est quand même bon à prendre. J'ajoute que quand on fait la charge aussi en mode AC, on a 10% de gain, là aussi, en plus en énergie.
Et une petite remarque quand même vis-à-vis de l'architecture, ce sont les mêmes composants qu'on utilise pour la fonction onduleur et la fonction chargeur. Et comme l'onduleur, il peut monter à 150 kW, ça veut dire qu'on peut recharger en AC triphasé à 150 kW. Donc les bornes DC, en fait, où on a besoin d'avoir dans la borne DC une conversion DC-AC, hein, avec les pannes associées aussi, il ne faut pas l'oublier. Et ces bornes, elles coûtent très cher. Là, non, on pourra faire de la charge rapide en AC en étant directement connecté au réseau, donc au transformateur du réseau. Donc là, c'est pareil, c'est une innovation qui est apportée par cette technologie. Voilà. Donc on fait tout notre possible côté Stellantis pour que cette technologie soit disponible pour les projets de développement à l'horizon 2030. Voilà. Après, on est sur un changement de paradigme, hein, donc c'est toujours difficile de convaincre les personnes de développement de franchir le gap, hein, pour partir en développement. Mais ça marche et c'est magique. L'installation que l'on a en fait à Saclay, là au sein du laboratoire GIPS, elle fonctionne depuis plus de 2 ans et demi. On n'a aucun problème. Aucun problème. Oui. Et c'était la première batterie, elle faisait 30 kWh. Voilà. Alors, 2 petites choses à dire. Hein. D'abord, en parler ici, c'est une exclusivité pour la Tech Academy Équipe Auto parce que le système a été présenté il y a quelques semaines aux journalistes. Ça a été présenté le 19 septembre. Exactement. Voilà, à Saclay, mais sur un salon. Je crois que c'est la première fois qu'il y a vraiment une prise de parole comme ça en public. Et puis l'autre chose, c'est que Carlos Tavares a appuyé ce projet, pourtant sur plusieurs années, ce qui lui ressemble pas trop. Oui, et Carlos était très, très porteur. On a aussi Ned Curry qui est le CTO de Stellantis. Et il supporte à fond la technologie parce qu'il y croit, il y croit à fond. Et on travaille beaucoup donc, pour développer la technologie, notamment avec des fournisseurs de rang 2, hein, des fournisseurs de semi-conducteurs. Et c'est pareil, ils y croient à fond. Et donc, il y a des équipes extrêmement importantes qui travaillent sur le sujet. Hein. Alors là, pour le projet, hein, pour vous donner une petite idée en termes de volumétrie d'effectifs, on était à peu près 25 ingénieurs et chercheurs. Et on a choisi vraiment des gens excellents dans leur domaine. Pendant 6 ans, hein, 2019-2025. Hein. Et là, l'équipe a grossi. Hein, on est en train de passer à 60 personnes en équivalent temps plein. Et c'est pareil, il y a du très très haut potentiel pour nous accompagner sur cette thématique et accélérer et arriver le plus rapidement possible donc à la commercialisation. Merci Francis. Je propose pour terminer peut-être quelques réactions. Amar Chebala, ça plaide en faveur de ce passeport européen. Oui, alors... Ce que me donne comme interrogation la multichimie qui est possible, on peut mettre différentes chimies dans les modules. Or, aujourd'hui, le passeport et la définition d'une batterie, elle est chimie unique. Donc, je pense que j'aborderai le sujet en réunion saine. Il faudra modifier au niveau de la norme de ce qu'on est en train d'écrire pour le passeport batterie, pour tenir compte du fait que dans le passeport batterie, il faudra définir les différentes chimies qu'ont les modules de la batterie globale. Voilà. Donc c'est valable pour le passeport batterie, mais c'est valable en fait pour tous les règlements, parce que les règlements, ils sont quand même réfléchis par rapport aux technologies qui existent. Et donc aujourd'hui, tous les règlements, ils sont par rapport aux batteries conventionnelles. Quand on ouvre un pack batterie à 400 volts, il faut des habilitations électriques, etc. Là, non, la tension est nulle à l'intérieur quand on ouvre le pack batterie. Donc on peut mettre les doigts dedans. Hein. Il n'y a pas de risque. Hein. C'est pas plus dangereux qu'une batterie plomb. Hein. Alors, donc ça change la donne. Hein. Et là, on peut donner la possibilité à tous les garages de changer des modules. Hein. Je propose d'écouter un petit peu les réactions des uns et des autres là-dessus. Oui, du coup, j'avais déjà découvert cette architecture batterie. C'est vrai que c'est assez novateur de supprimer le chargeur et l'inverteur pour les intégrer dans la batterie. Et c'est une très bonne transition aussi pour parler des différents types de pannes qu'on rencontre dans les batteries, puisqu'effectivement, on focalise tout de suite sur un module et en fait un vieillissement chimique de la batterie, un défaut de ce côté-là. Or, on répare beaucoup de batteries avec simplement des problèmes d'électronique dedans ou de connectique. Donc après, c'est vrai que là, avoir plein de connectiques comme ça dedans dans le pack batterie, bon, à voir, c'est pas que le module en lui-même, mais bon, comme à chaque fois, le plus important, c'est d'avoir les pièces détachées. Donc à partir du moment où les modules seront disponibles, que ce soit en neuf ou en occasion, ça permettra de continuer à réparer les voitures.
Autre réaction, Pierre Amance ou Laurent? J'allais juste dire bravo et hâte de voir ça. Et c'est amusant parce que ça change complètement la logique, parce que ça veut dire que chaque module aura peut-être un vieillissement différent. J'aurais peut-être des questions à poser. Donc on peut imaginer plein de choses derrière pour... on a parlé de pièces de réemploi tout à l'heure, de mettre des modules reconditionnés. Il y aura sans doute plein de choses à créer. Donc ça ouvre la porte à plein de nouvelles tables rondes, j'ai l'impression. Alors, juste pour, par rapport au vieillissement, là, une petite réaction. Hein. Une batterie conventionnelle, en fait, la performance, elle est liée au module le plus faible, hein, ou la cellule la plus faible. Là, dans le cas d'Ibis, en fait, non, vous pouvez utiliser la totalité de la capacité de la batterie. Donc là, vous gagnez aussi en autonomie. Voilà, autre vertu. Vous voyez, c'est magique, hein, mais c'est une réalité. La magie de la batterie, je propose qu'on reste sur ces dernières paroles. Merci pour votre attention. Cette conférence était faite pour vous et je suis content de voir que vous avez été nombreux au rendez-vous. Une salve d'applaudissements, s'il vous plaît, pour nos intervenants ce matin.